et bienvenue dans une nouvelle émission du Corner Club. C'est la 8e aujourd'hui, on est ravis de vous revoir. Merci à tous pour le suivi que vous nous faites sur YouTube. On a de nombreux nouveaux abonnés depuis la vidéo avec Elcor. Donc on vous dit bonjour et merci. Bonjour et merci. C'est pas ton moment. Pardon. On est indiscipliné, hein, c'est la 8e. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau thème et un nouvel invité. Merci Louis d'être avec nous. Alors tu fais partie de la chaîne YouTube Capsule Pop, c'est bien ça? Bonjour et merci de m'inviter. Et en fait je suis... Tu diriges, tu es. Super. Super. Et comme tu as une expertise au niveau série, film, on a voulu parler ensemble du fanservice. Qu'est-ce qu'était le fanservice aujourd'hui? Comment il a évolué et comment il sert et il s'adapte aux adaptations de comics? Bon bah déjà pour commencer, petite présentation. Bonjour Jimmy, comment vas-tu? Salut Alexandra, ça va très bien, je suis très content d'être là. Je suis très content aussi de pouvoir faire cette émission avec toi Yuri, puisque voilà, on a déjà travaillé ensemble pour des vidéos sur ta chaîne. Oui, mon décor en fait. Oui, bah, c'est un peu ça. Pour ceux de la chaîne Capsule Pop, vous reconnaîtrez un petit peu ce qui se passe autour, le mobilier au moins. Et donc, juste pour la petite anecdote, souvent avant et après les émissions que Yuri tourne pour Capsule Pop, on parle de tout, et donc on parle d'actu et donc d'actu geek. Et souvent on a des sujets qui nous enflamment et qui nous passionnent, et on s'était dit que... Et on n'est jamais d'accord, et c'est ça qui est trop bien. Et du coup, le sujet... du fanservice s'est un peu imposé à nous comme un sujet riche en discussion, en échange. Donc je suis très très content de pouvoir faire cette émission avec toi. Donc, allons-y. Mais je suis évidemment très très content. Est-ce que tu peux expliquer du coup aux personnes qui ne connaissent pas qu'est-ce que Capsule Pop? Capsule Pop, c'est une chaîne sur la pop culture en général. Alors la chaîne est souvent suivie par rapport aux vidéos que je peux faire sur la série Kaamelott et sur l'univers d'Alexandre Astier, mais en fait on parle strictement de tout. Du moment que c'est de la pop culture, on parle de... J'essaye d'aller le plus possible vers ceux qui font vivre la pop culture, et donc du coup en France. Donc il va y avoir également des vidéos sur Le Visiteur du Futur, sur Eurocorp, sur tout ce genre de séries, mais aussi des auteurs de bande dessinée. Du moment que ça fait vivre la pop culture, et j'essaye surtout de laisser la parole à ceux qui la font. Voilà. Ok, super. Bon du coup on va rentrer dans le vif du sujet avec le fanservice. Première question, quelle est pour vous la définition du fanservice? Alors, juste pour vous donner une piste, la première définition que j'ai trouvée, c'est le fanservice consiste à proposer du contenu dit superflu pour accroître l'engouement des fans. Jimmy, qu'est-ce que tu en penses? j'avais pas du tout réfléchi à une définition, et je suis assez d'accord avec cette définition. C'est assez... Non, mais c'est assez synthétique, et ça colle avec ça. C'était plus ou moins ce que j'aurais dit en plus de mots. Donc en vrai, non, c'est ça, c'est le fanservice. Pour moi, c'est des choses qui ne vont pas forcément servir la narration du récit, que ce soit quel que soit le média, c'est-à-dire que ce soit une BD, un film, une série, un dessin animé, une pièce de théâtre, que sais-je, mais qui est là juste pour faire plaisir au public. Okay. Donc oui, c'est une bonne définition, je suis d'accord avec ça. Sur la notion de superflu, tu es d'accord? Ouais, oui, ça ne sert pas le récit. Ouais, c'est ça, okay. Je suis assez d'accord. Ouais. Et toi du coup? Pareil, écoute, c'est une bonne définition. On peut rajouter que c'est quelque chose qui est devenu récemment péjoratif, mais qui était il y a encore quelques années, c'était plutôt cool quand on suivait un univers et qu'on avait un retour des auteurs ou des distributeurs, c'était plutôt sympa de ce genre de clin d'œil. Il y a juste aussi une petite variante qui est arrivée ces dernières années avec la culture manga, donc on va s'éloigner une seconde du comics, mais vraiment juste ça. Il y a fanservice qui est devenu également un terme péjoratif pour parler de toutes les scènes à connotation sexuelle et la nudité gratuite que tu as dans les mangas, notamment des héroïnes qui d'un seul coup ont triplé de bonnets ou ce genre de choses. Genre One Piece. Ouais, je vois très bien. Voilà, et ça aussi, ça s'appelle fanservice. Ouais. Donc voilà. Mais c'est pas quelque chose qu'il y avait avant et qui évolue aujourd'hui, donc du coup l'évolution est ou du moins le public le remarque plus. Pour rester sur cet exemple, un bon exemple du coup, c'est vrai que j'avais pas pensé à ça, mais dans One Piece, un des personnages principaux qui est une femme, au début de la série, la série elle s'écoule sur 4-5 ans, les personnages sont tous adultes, et c'est une femme qui part, qui a une physique plutôt fluée, et au bout de 5 ans, elle fait un bonnet F, quoi. Enfin, ça ne sert absolument pas à l'histoire, c'est pas dû à une sorte de malédiction d'une sorcière ou quoi, c'est juste... vous aimez lecteur de manga, on va supposer que vous aimez les femmes à gros seins. Voilà, c'est cadeau. On va pas rajouter d'autres personnages, on va utiliser ceux qu'on a déjà parce qu'on les voit tout le temps. Voilà. Mais c'est vrai, ouais. Et selon vous, pourquoi l'univers du super-héros et les comics utilisent particulièrement le fanservice et comment il se traduit aujourd'hui? Alors, déjà si on devait parler des BD ou des comics, donc là d'où viennent les super-héros,
ça existe depuis tellement longtemps et il faut tellement réussir à garder la communauté le lectorat. Les gens lisent des comics et vieillissent, mais le nouveau public, il faut leur en donner. Il faut garder les anciens. Il y a un bon exemple avec ça que j'aime bien, c'est le cas de Spider-Man, Peter Parker. Les gens qui commençaient à lire Spider-Man, ils avaient 10-12 ans. Maintenant, aujourd'hui, ils en ont 60-70. Moi, j'ai aussi découvert Spider-Man, mais le personnage, il vieillit forcément dans le temps. Et au bout d'un moment, c'est plus l'ado à problème du début. Le gars, c'est un père de famille, c'est un chef d'entreprise, etc. Du coup, les jeunes publics ne va pas avoir plus de mal à s'identifier au perso. Du coup, qu'est-ce qu'ils font ? Ils créent Miles Morales, un nouveau personnage plus jeune qui va avoir les pouvoirs, qui va avoir les mêmes pouvoirs que Spider-Man avec des petits pouvoirs bonus en plus, qui va être super cool, qui va être branché, etc. et qui du coup va plaire à ce nouveau public. Donc Miles Morales, c'est une création pour du fanservice. Alors, en fait, c'est un peu différent parce que pour le coup, le personnage n'est pas superflu. Il a clairement de l'épaisseur, il a clairement une vraie création. Enfin, il y a un vrai intérêt narratif au personnage, mais moi j'avais lu certains éditos au début de certains comics où il y a Miles Morales qui expliquent que c'est dû à ça. Okay. Et qu'en fait à un moment ils hésitaient entre simplement remplacer Peter Parker par Miles Morales, mais ils se sont rendus compte que le vieux public voulait encore l'ancien Spider-Man. Oui. Du coup ils ont fait en sorte de faire cohabiter les deux et de dire que Miles Morales, qui venait d'un univers parallèle, donc l'univers Ultimate, vienne sur la Terre 616 qui est l'univers principal. Donc là c'est un peu des références obscures pour avoir les deux qui cohabitent. On veut faire plaisir à tout le monde, les deux sont sur la même planète. Ok, super. Mais donc dans la partie comics c'est ça, mais si tu as des exemples Yuri sur la partie plus sur film. Comics du fanservice. Ouais, version film ou série. Non, mais le fanservice à l'époque où c'était quelque chose de cool. Voilà, mais en fait, il reste toujours très bon. Ouais, voilà, mais c'est parce que c'est un terme qui est venu marquer quelque chose de péjoratif, mais en réalité c'est quelque chose de plutôt bien, quoi. On a envie d'être reconnu en tant que lecteur. Alors je ne vais pas avoir un exemple très précis, mais par exemple, qu'est-ce qui ferait pas que la Ligue des Gentlemen de Alan Moore serait pas aussi du fanservice ? Bon, ça serait un fanservice pour les intellos, mais voilà, il y a toute la littérature du 19e siècle qui est en 2 fois 50 pages. Oui. Bon, on pourrait appeler ça du fanservice. Il y a des moments où il passe dans un musée et il y a des tas de choses accrochées dans le musée et celui qui connaît tous les bouquins, il est content, il a fait son petit puzzle. Non, je trouve pas que ça soit quelque chose de négatif. Après, c'est vrai que aujourd'hui, on l'a pour tout et n'importe quoi. Par exemple, au cinéma, c'est devenu où on l'appelle, on le fait passer souvent au travers de ce qu'on appelle les Easter eggs. C'est devenu une manière commerciale de faire communiquer ou de communiquer directement sur son film. C'est-à-dire que, par exemple, l'exemple actuel, ce qui prédomine sur le blockbuster, c'est le cinéma Marvel. Le cinéma Marvel, à la seconde où il y a une série, un film qui sort, ou même la bande-annonce du film à venir, on a 40 chaînes qui vont vous dire les 50 easter eggs que vous n'avez pas vus dans la bande-annonce du dernier Marvel. Les articles, les 10 easter eggs que vous avez fait, voilà, les 10 clins d'œil. Exactement. Mais là, on a passé, il y a quelques jours, un nouveau cap. On a Warner qui a sorti Space Jam 2 Legacy, la bande-annonce. Ouais. Le lendemain, ils avaient leur propre vidéo pour dire les easter eggs que vous n'avez pas vu. Oui, ils ont fait leur propre vidéo, ils ont pris. Ils n'ont même pas attendu qu'il y ait un fan service venant d'un fan. C'est-à-dire qu'ils ont dit bon, attendez. Ils l'alimentent eux-mêmes. Ils ont complètement. Et pour le coup, ils sont allés taper dans le comics où il y a quelque chose comme 3 Jokers différents, le Mr. Freeze de l'époque. Oui, qui sont cachés dans la masse. Ouais. Voilà, ils sont allés vraiment très très loin dans ce cas-là. Et c'est là qu'on va sur quelque chose de péjoratif, où on se dit ok, d'accord, si maintenant ça devient juste un truc publicitaire, ça devient malsain. Ouais. Parce que clairement l'idée c'est de dire aux fans, allez voir le film, vous allez peut-être en voir d'autres qui vont faire encore plus plaisir. Quoi. Et donc c'est pas aller voir le film, l'histoire est bien. Ça reste là du coup un moyen de communication un peu extrême. Et justement tu parlais des easter eggs, j'avais une question sur ça, est-ce que du coup le fanservice c'est aussi des easter eggs et des clins d'œil? Et peut-être revenir sur l'exemple de WandaVision, qui a énormément de easter eggs, mais pour ceux qui ne connaissent pas, est-ce que ça les met pas un peu de côté? Parce que les gros aficionados, ils vont tout de suite voir quand il y a eu la pub avec Stark Industries, ils vont se dire ah ça y est, mais moi je sais que mon compagnon qui a regardé, il dit non mais moi je capte pas les trucs. Bon, c'est pas pour ça qu'il a moins aimé la série, mais justement je trouve que ça a soulevé des choses cette série. Je me lance. En fait c'est un entre-deux plutôt habile à mon sens. Okay. C'est-à-dire que effectivement
si on se contente de regarder le produit, de regarder la série, et qu'on n'a pas les refs, on n'a pas les refs. Après, je n'ai pas vu WandaVision, je ne sais pas si ça éloigne de la compréhension ou pas. Si c'est juste un bonus, c'est du plus. Voilà. Par contre, maintenant, quand on sort ce genre de série, quand on sort ce genre de film, on sait qu'il va y avoir les youtubeurs, les vidéastes dont je parlais il y a un instant qui vont faire les vidéos. Et on sait que ces gens-là vont être suivis par les gens qui regardent ces séries. Donc, de toute façon, on sait qu'il y a un bon pourcentage, pas un immense pourcentage, mais un bon pourcentage des gens qui, même s'ils n'ont pas les refs, quand ils voient cette série, vont aller les chercher de toute façon de leur propre initiative dès le lendemain. Et ça devient aussi, encore une fois, une nouvelle astuce commerciale, parce que du coup, celui qui a la ref se sent, je pense, assez fier de l'avoir, et va être obligé d'aller au Comic Corner acheter une BD, quoi. Ouais, c'est ça, c'est terrible, ce cercle vertueux et vicieux en même temps. Non mais ouais, c'est un bon exemple WandaVision parce que c'est encore un exemple justement, toi t'as pas vu la série mais pour le coup moi je l'ai vu et j'ai aussi suivi un peu de loin justement à chaque fois les vidéos de décryptage et l'intérêt qu'il y avait par exemple dans WandaVision c'était qu'il y avait toute l'histoire de Wanda qui se crée un monde avec un monde fictif, une sorte de Truman Show mais version Wanda. Du coup, c'était assez logique que par-ci, par-là, il y ait des éléments de sa vie qu'elle a ajoutés, même de façon inconsciente. Ouais. Et du coup, quand le fan il voit un bout de truc, un bout de fringue, il va dire « Ah mais oui, mais c'est le fringue qu'elle avait dans le film Avenger, machin. Ouais, » Je sais plus, il y avait un exemple ce genre d'exemple avec des vêtements, mais ça pourrait être ça. Et dans ce cas-là, ça vient enrichir l'univers. Même si ça aurait pu ne pas être là, ça vient enrichir l'univers et ça vient encore plus confirmer ou du moins crédibiliser le cœur de l'histoire qui était Wanda qui se crée un monde. Maintenant, qu'il y ait des bouts que des gars essaient de trouver des historiques là où il n'y en a pas, genre écoutez à la 5 minutes si vous entendez un bruit de verre, c'est exactement le même bruit qu'il y avait dans la scène machin, donc ça veut dire qu'elle revit le flashback ou qu'elle est machin. Là, voilà. Ouais. Et je suis sûr que les studios jouent sur ça parce que plus on parle de la série, plus elle va être regardée, etc. Donc oui, ils en jouent, mais des fois, quand c'est bien fait, il n'y a pas de raison qu'ils le fassent pas, tout simplement. Ok, tout simplement. Complètement. Voilà. Et du coup, tu disais que oui, c'était quand même un peu négatif aujourd'hui, mais est-ce que le fanservice n'est pas aussi un nouveau moyen de communication pour nous en tant que fans? Et je vais citer la Snyder Cut, avec la force du hashtag Snyder Cut, où finalement, alors évidemment... il y a tout un travail derrière où la Warner a quand même accepté, mais le film a été aussi fait pour les fans. Du coup, ça rentre dans du positif ou qu'est-ce que tu en penses? La Snyder Cut, c'est... Tu as une heure. On en parle depuis 2010. C'était 2007, je crois. Depuis la sortie du film, en fait. Même depuis le drama autour de la sortie du film. Non, mais drama, c'est le bon terme. Ouais, clairement. En fait, au-delà de la Snyder Cut, c'est des tas et des tas de dessins brisés. Ouais, bien sûr. Complètement. Est-ce que la Snyder Cut, c'est du fan service? C'est un sujet super compliqué. Je viens de trouver un nouveau... Si tu veux, le temps que tu réfléchisses, moi je peux déjà dire, parce que moi j'ai un avis assez tranché qui... Vas-y, lance-toi. Ok, du coup, Snyder Cut, c'est la définition de la puissance du fanservice, ou du moins de la puissance de la communauté. Je suis pas sûr que je pense que s'il n'y avait eu aucun engouement, s'il y avait eu vraiment zéro engouement de la part de la communauté, et si personne n'avait dit non, on veut voir cette version de Zack Snyder, je pense que la Warner n'aurait jamais tenté le coup. Parce que il y a quand même si le film les scènes étaient déjà tournées ou quoi, il y a quand même beaucoup de budget de post-prod à réinvestir. Yuri connaît mieux ces mécanismes-là, mais je pense qu'il y avait quand même des investissements massifs pour sortir cette nouvelle version. Même des investissements de communication, évidemment, qui auraient peut-être pas été tentés par la Warner s'il n'y avait pas la communauté qui avait suivi. Du coup, techniquement, si on considère que c'est grâce aux fans que le film est sorti, et que du coup la Warner a offert ce film à la communauté, enfin, du moins l'a mis à disposition, c'est par définition un fan service. Donc, du coup, ils ont rendu un service à la communauté. Ce serait la définition la plus noble du terme. C'est vous vouliez ça, on l'a fait. Peut-être qu'on ne voulait pas spécialement, mais finalement on vous l'a fait. Après, il y a quand même, ça n'empêche pas qu'il y a quand même des dérives. Je vais donner un exemple très précis. Peu de temps après la sortie du film, qu'est-ce qui est sorti sur les réseaux? Découvrez la scène cachée, post le bout que finalement Snyder n'a pas mis entre un ultime dialogue entre le Joker et Batman. Il pouvait pas s'empêcher de nous dire que non, vous liez un peu plus tard, on vous en glisse un peu plus. Là, pour le coup, c'est en fait, vous retombez dans vos travers. Le
gars a carrément poussé le vice en disant que c'est une version 4 heures, mais une version qui peut aller jusqu'à 5. Oui, et en plus, ils te teasent un truc, voilà. Donc, en vrai, ils ont du mal à s'arrêter. Ils ont du mal à savoir s'arrêter, et voilà. Et donc, il a fait son film, le public a plutôt apprécié. Personnellement, j'ai pas du tout aimé le film. Et de toute façon, c'est pas le débat de savoir pourquoi j'ai pas aimé ou quoi, mais c'est pas pour des raisons liées à ce qui pourrait être du fanservice ou quoi, c'est pour plein d'autres raisons. Mais du coup, je trouve que c'est un bon exemple de fanservice qui a vraiment un effet. Oui. Donc c'est cool que le film existe. Déjà pour Snyder, je pense pour les acteurs qui ont plus de temps à l'image, pour tous les boulots que ça va peut-être créer derrière. Donc c'est très cool. Maintenant, est-ce que c'est une dérive de taille monumentale? Non, mais je trouve mais qu'il y a quand même, on peut noter qu'il y a quand même des petites dérives à l'intérieur même du film. Voilà. Si je dois rebondir sur ce que tu viens de dire, effectivement, c'est un service rendu aux fans. Est-ce qu'en soi, c'est un fanservice? Je ne sais pas. Par contre, est-ce qu'il y a du fanservice dans le film? Ça, on peut se poser la question. Quand on voit, par exemple, il y a un risque de spoiler, désolé. On précise, c'est vrai qu'on risque, évidemment... Quand on voit l'apparition de certains personnages, notamment le Martian Manhunter, à la fin, on est là, on se dit, attendez, il y a Martian Manhunter depuis le début de l'histoire, le mec est au moins aussi balèze que Superman, qu'est-ce qu'il attendait pour se pointer dans le combat? C'est un peu le Captain Marvel comme à la fin d'Avengers, enfin c'est un peu le même genre. Oui, mais au moins, je sais pas, dans le Endgame, ils ont dit, elle est trop balèze, on va la mettre à la fin. C'est ça. Voilà. Bon, elle a fait d'autres trucs, mais tu sais... Oui, elle justifie vaguement. C'est ça. Sauver la Terre. Attends. Et j'ai perdu. Et donc, Martian Manhunter. On sait que le Joker a été rajouté au forceps totalement. D'ailleurs, est-ce que c'était pas aussi pour faire plaisir à Jared Leto, parce que il y a un parallèle forcément entre l'histoire des deux gars, où les deux gars ont été conspués, parce qu'on parle d'une communauté qui a soutenu l'arrivée d'une Snyder Cut. Il ne faut pas oublier qu'au moment de la sortie de Man of Steel, de Batman vs Superman, et du travail de production sur le Snyder était encore à la barre, c'était l'inverse total. Ils se faisaient complètement cracher dessus. Batman vs Superman était le film le plus mal noté de Rotten Tomatoes. D'où le fait que du coup ils ont engagé aussi Whedon pour marveliser un peu le système. C'est encore toute une démarche. Est-ce qu'elle était bien, est-ce qu'elle n'était pas bien, mais c'est surtout que quand on dit oui, il y a une communauté qui a soulevé le Snyder Cut, il ne faut pas oublier que pendant un temps, cette communauté a lui lancer des caillasses. Donc voilà. Mais par contre, dans le film, donc oui, il y a un parallèle entre Leto qui a été conspué avec son Joker, et Snyder qui a été conspué pendant tout un temps, au moins par les exécutifs, à son sens. Et donc du coup, je pense que oui, il y a eu une envie de lui dire, allez viens, on se venge tous les deux, quoi. On se serre les coudes et on fait un gros fuck à tout le monde. Je pense qu'il y a de ça. Mais quand justement il y a cette séquence qui est apparue, si j'ai bien compris qu'elle a été tournée à la va-vite, il y a beaucoup de gens qui ont dit en voyant cette séquence, même des gens qui avaient un avis positif sur le film, en disant là on touche quelque chose qui est de l'ordre du fan-film. Et où il y a quelque chose de fait avec les moyens du bord, etc. Et d'ailleurs, de ce que j'en sais, ça a été tourné dans un jardin, en une journée, avec un spot, un fond vert, enfin vraiment, c'est un truc, voilà. Donc il y a le Martian Manhunter, il y a le Joker, on aperçoit un Green Lantern qui ne servira jamais à rien. Donc est-ce que ça aussi c'est du fanservice? Est-ce que ça sert à la narration? Donc est-ce que c'est le fanservice positif qui amène quelque chose, une plus-value pour le spectateur averti, ou est-ce que c'est le fanservice péjoratif où on a rajouté au forceps un Green Lantern qui apparaît une seconde, qui ne sert à pas grand-chose et qui ne servira plus par la suite? La Snyder Cut, elle pose sur le terme fanservice énormément de questions, et elle lui apporte tout un tas de sens complètement différents, parce que tu disais, c'est un service rendu aux fans, mais est-ce que le fanservice est un service rendu aux fans, finalement? Mais en vrai, c'est ce qu'on se disait même avant l'émission, c'est qu'on aurait pu faire l'émission entière juste sur la Snyder Cut, mais c'était pas le but. Mais ouais, c'est ça. Non, mais c'est vrai que c'est un exemple passionnant c'est un cas d'école, quoi, clairement. Il y a un autre exemple pour parler en off aussi, peut-être que pour finir sur la série, sur Star Wars. Le fan service autour de Star Wars est assez important, avec des créations de contenu de série à chaque fois annexes. Dès qu'on est sur des grandes sagas tentaculaires, c'est quasi inévitable de nos jours. Quand on voit les apparitions de certains personnages, si on prend l'exemple récent, savoir la série Mandalorian, où dans la saison 2, il y a des personnages qui viennent d'autres séries comme de Clone Wars, etc., qui viennent
alors qui a priori, qui ont leur importance dans l'histoire. Je dis a priori, en fait, j'ai vu la série, donc on va dire ça, mais voilà, c'est des personnages qui sont importants dans l'histoire, mais est-ce qu'on les a mis parce que c'était les personnages les plus populaires de ces autres séries? Est-ce qu'on les a mis pour aux gens qui disaient mais Mandalorian c'est sympathique, mais je vois pas assez de Jedi. Ah bah vous voulez des Jedi, on va vous mettre du Jedi. En vrai, on saura jamais. Il y aura moyen, sauf un jour s'il y a une interview exclusive avec les réalisateurs, les scénaristes qui vont révéler des trucs. Mais en vrai, est-ce que la série est bien? Moi, mon avis perso, c'est que la série est bien. Je la trouve bien. Est-ce que la série est bien parce qu'ils ont rajouté ces éléments? J'en sais rien. Moi, je trouve qu'elle est très bien réalisée, elle est bien tournée, elle est bien, le budget est là et voilà. Mais oui, il y a du fanservice. Il fait plaisir quand c'est une petite scène assez cool. Je pense aussi à la scène de fin de Rogue One avec la scène de Vador qui est à la fin, qui est l'archétype du fanservice pour du Star Wars. Vous voulez voir Vador se battre, et ben voilà. Moi je trouve que c'est bien fait. Le fanservice quand il est léger, quand il est parsemé dans le film, et que je le retrouve un peu dans Mandalorian, même si le dernier épisode, pour moi, c'était de trop, parce que... Mais en fait, c'est comment ils ont emmené... Je ne spoil pas, parce que ma chère caméraman qui est présente... Coucou. Et même pour vous, mais quand les personnages principaux arrivent, il y a tout un effet, tu vois, il y a toute une longueur, tu le sens venir, en fait. Et moi, je n'aime pas ça, quand ils amènent beaucoup trop le truc, du style, voilà, là, on vous fait plaisir, attention, c'est vraiment votre moment. J'aime bien des fois quand c'est du coré, quoi. Donc c'est un peu ce qui m'a dérangé. Mais après, dans Star Wars, par rapport à ces nouveaux personnages qui sont inclus et venant de spin-off récents, et notamment des dessins animés, il faut voir que dans la production, il y a Dave Filoni maintenant qui est directement arrivé. Dave Filoni, pour ceux qui ne savent pas, donc, c'est celui qui a écrit les séries Clone Wars et Rebelle. Et donc en fait, lui, il est assez fier de son travail, dans la mesure où il reprend la main sur les scénars tout un tas d'échelles, et qui sait que lui aussi, du coup, pour le coup, il a une communauté qui le suit, parce qu'il y a beaucoup de très jeunes qui ont grandi beaucoup plus, encore plus qu'avec la prélogie, avec Clone Wars et Rebelle, le soutiennent à fond. Ce sont ceux d'ailleurs qui soutiennent sur les réseaux sociaux aujourd'hui. Donc il y va, il se fait plaisir, en fait, il reprend les rênes et il met ses bonhommes qu'il aime, et voilà. Après, par contre, qu'on n'aime pas ces bonhommes ou qu'on les aime pas, finalement, aujourd'hui, ils viennent pas au forceps, ils viennent parce que c'est le gars qui les a créés, qui reprend le pouvoir et qui les remet. Et là... il peut y avoir des bruits. Du coup, là, est-ce qu'on est sur du fanservice ça devient discutable. Après, on est allé beaucoup sur le cinéma, finalement, avec le fanservice. Alors qu'au cinéma, finalement, on parle beaucoup plus souvent d'easter egg. Il y en a un aussi où c'est allé dans le sens inverse, où le gars voulait mettre de la vraie belle référence, dire quelque chose, raconter par des éléments de pop culture quelque chose, c'est-à-dire prendre ces différents éléments, prendre leur sens et les placer à des moments judicieux. C'est le Ready Player One de Steven Spielberg, qui s'est fait cracher dessus de manière « Oh non, qu'est-ce que c'est que ce best-of, ce gloubi-boulga ?» Alors que le gars, ça avait un vrai sens pour lui, quoi. Quand on a toute une séquence qui se passe dans l'univers des films de Kubrick, et que ça vient de la part de quelqu'un comme Steven Spielberg, qui a quand même fait le film AI, qui était le film dont il héritait de Kubrick, et qu'on va lui dire « Mec, tu fais du fanservice », surtout que Spielberg, je crois qu'à son âge, et avec la carrière qu'il a à faire du fanservice, il a autre chose à faire. D'un seul coup, on se rend compte qu'on est parti d'un train qui était plutôt cool, qui est devenu péjoratif, et qu'en plus, maintenant, on retourne ce péjoratif, même contre ceux qui veulent faire quelque chose de positif. Donc il y a un cercle qui s'est fait qui est un peu étrange. C'est une belle conclusion, parce que du coup, je voulais finir sur est-ce que pour vous, c'est aujourd'hui, vous êtes plutôt pour ou contre? Et je trouve ça intéressant ce que tu dis, que ça évolue et que ça tourne, en fait. Et ça dépend toujours aussi des intentions de la personne qui est derrière, quoi. Si là, tout récemment, par exemple, il y a le film qui est sorti, donc Godzilla versus Kong, avec le titre, le titre est fanservice, c'est juste vous aimez les monstres géants, ils vont se battre, vous aimez ces deux-là, ils vont se battre. Alors je sais pas si le film est un carton, j'ai pas regardé les chiffres. À l'échelle de la VOD, machin, actuellement, ça marche. Voilà, donc ça marche bien. Moi, je l'ai vu, c'est divertissant, mais de là à dire ça a révolutionné ma vision des films de monstres géants, non. Tu remarqueras que le film ne ment pas. Oui. Voilà. On a 3 fights quand même. C'est ça. Non, mais même. Alors pour la petite anecdote, moi, quand j'ai vu le film avec ma femme, le premier truc que je lui ai dit quand il y avait encore au tout début, donc on voit les logos
des maisons de prod, etc. Je lui dis, voilà, si je ne vois pas un des deux monstres dans les 5 premières minutes, j'arrête. Et en fait, tu les vois dans les 10 premières secondes. C'est-à-dire que oui, non, là voilà, c'est assumé. Donc non, mais c'est vraiment assumé jusqu'au bout. Maintenant, est-ce que le film, est-ce qu'il y avait vraiment besoin de faire ce film? Bah, j'imagine que voilà. Mais oui, mais bien sûr. Donc, mais la question n'est pas là. Mais ouais, mais en vrai, oui, voilà, c'est des rêves de gosse. Des fois, on nous donne le petit bonbon. On va pas dire non. Voilà. Voilà, les bonbons à 300 millions de paquets. C'est ça, voilà. C'est ça. Vous savez que maintenant Jimmy aime les bonbons chers. C'est ça. Et du coup, pour finir, parce qu'on finit toujours avec des comics, je vous ai du coup demandé de nous citer un comics qui a un lien assez fort avec le fanservice. Donc toi, qu'est-ce que tu as choisi? Alors, petite présentation à la main. Je suis baladé dans la boutique de Jimmy et j'ai vu 2 exemples rapides. Il y a une série en ce moment qui existe où c'est du travail de fan qui a bien abouti, et c'est Cobra Kai sur Netflix, la série venue de nulle part. Ouais. À quel moment il y a un gars qui s'est dit, oh bah tiens, le mec qui prend une patate à la fin de Karate Kid, je vais faire une série, ça marche, etc. Donc j'ai pas lu le comic, je sais pas ce que ça vaut, mais du coup j'ai une affection folle pour ce truc qui est... Et même une série remplie de références au film et tout, enfin qui est vraiment bien fait. Ouais, c'est assez fort. Parce que tu perds un truc si tu connais pas les Karate Kid, quoi. Le gars, il est fou, je suis fan, j'aime bien. Ouais, un fou furieux. Ouais. Et du coup, voilà, fanservice plutôt cool, même si je sais pas ce que vaut le. Donc pour info, c'est édité chez Vestron. Pour info, pour ceux que ça intéresse, c'est dispo depuis un petit moment, depuis 2 semaines, sorti début d'année, au mois d'avril, fin mars, début avril. Et ça vaut beaucoup. Ah oui, c'est très sympathique. Et voilà, si vous aimez l'univers Cobra Kai, Karate Kid, ça vous rajoute, c'est l'univers étendu, là, le Cobra Kai verse. Voilà, donc c'est. Ça va mal finir, en fait. Ça peut mal finir. Ça pourrait mal finir. Il pourrait y avoir des dérives. Et il y a l'inverse absolu, même si, encore une fois, là, j'avoue, je ne l'ai pas lu. Et il y a quand même une forme de plaisir régressif à quand même jeter un œil là-dessus. C'est alors du coup c'est quoi le titre? Même le titre est illisible. Le titre c'est Révolution. Alors le titre s'appelle Révolution. Alors et qu'est-ce qu'on fait avec un titre comme ça? Vas-y, attends, c'est toi qui le présente. Entre tous les jouets Hasbro. Transformers, G.I. Joe, Mask, Rome, Micronaut, Action Man, qui se mettent tous sur la gueule dans un comics. En fait, c'est un vieux fantasme de la marque Hasbro, qui a tout un tas de jouets, de licences des années 80 super importantes et chargées de nostalgie, et qui sont toutes très cool séparément. Et qui, dans un délire... narcissique. Dans un délire coupable, pourrait totalement être compatible. Mais Hasbro fait ça au forceps depuis des années. Ils avaient fait dans un Comic-Con américain une boîte de jouets ultra limitée où il y avait la boîte était grosse comme ça, puis il y avait un bonhomme de chaque licence et tout. C'était censé... à l'époque, il y avait du succès après Transformers 2. Et ils étaient à 2 doigts ils n'étaient pas encore vautrés avec Battleship et G.I. Joe. Et parce qu'en réalité, ce qu'on ne sait pas parce qu'ils le revendiquent très peu, c'est qu'ils espéraient déjà avec Battleship, Transformers et G.I. Joe faire un. Absolument pas du tout compatible. Ah oui, non. Mais ensemble. Mais voilà. C'est-à-dire que c'est dans le même univers, il y a eu les Transformers et les Battleship. Battleship qui est quand même l'adaptation de Toucher Coulé en film. Oui. C'est un concept. Pirates des Caraïbes, c'est l'adaptation d'une attraction de Disney. Ça marche aussi. Essayer, oui, bien sûr. Alors que Battleship, il y a un moment où. Oui, c'est Toucher Coulé, bien sûr. Oui, c'est vrai. Et du coup, tu as lu le comics, c'est bien? C'est compliqué, ça. C'est vraiment. Non, mais en fait, c'est ça. C'est exactement ce que disait Yuri, c'est qu'il y a un plaisir coupable à lire ça. C'est comme les gens qui, comme moi, de temps en temps, se retrouvent hypnotisés devant un épisode de My Little Pony, et en fait, mais t'as pas envie d'en parler, quoi. J'apprends beaucoup trop de choses. Ouais, mais c'est ça, c'est un photo. Mais est-ce que c'est une bonne BD? Non. My Little Pony qui justement fait un effort, quoi. Oui, c'est ça. En fait, est-ce que c'est une bonne BD? Non. C'est-à-dire que là, il y a beaucoup trop. C'est trop. C'est comme si c'est comme le jour où Marvel fera un film avec les Avengers, les X-Men, les Fantastiques, enfin, quand ils le feront tôt ou tard. Un film où ils mettront tout, à moins que ce soit du génie de mise en scène, ce sera mauvais. Parce qu'il y aura trop. Donc ouais, non, c'est pas une BD excellente. Il y a d'autres crossovers
plus originaux et plus sympathiques. En tout cas, chez ce même éditeur qui est toujours Vestron. Si vous lisez l'excellent Terminator versus Robocop de Frank Miller. Alors, Frank Miller, voilà. Mais ça reste quand même deux grosses licences, voilà, pareil, petit bonbon nostalgique des années 80, Robocop et Terminator, qui est excellent, qui est bien ficelé avec un scénario qui tient la route, avec quelques fanservices du style les catchphrases de Schwarzenegger, I'll be back, etc. Donc ça fonctionne. Donc voilà, ouais, mais j'aime beaucoup les sélections de Yuri, elles sont très rigolotes. Tu vois, finalement, en fait, on tombe sur encore un autre fanservice, où là on pète la boucle, c'est-à-dire que le fanservice c'était cool, après c'était péjoratif, et là c'est péjoratif, et c'est tellement péjoratif que c'est trop cool. Mais c'est ça. Du coup, tu vas lire. C'est ça. Beaucoup trop cool, quoi. Et du coup, de mon côté, je suis resté sur du plus classique, donc Deadpool Massacre Marvel, archi classique de chez Marvel, du coup, qui est ressorti dans une édition qui s'appelle Marvel Must Have, donc qui se veut être encore plus classique parmi les classiques, et où là, bah pareil, hein, le fanservice est dans le titre, vous aimez Deadpool, vous aimez le voir se battre contre des gens, bah là il va affronter tout le roster, donc tout le casting de chez Marvel. Le scénario, on s'en fout, globalement, c'est juste Deadpool pète un câble plus que d'habitude et va s'attaquer à tous les personnages de Marvel. Ça fonctionne très bien, c'est du fun. Il y a une vague raison au début de genre raisonnement existentiel du personnage, mais en vrai c'est juste c'est un prétexte, c'est une raison prétexte, et du coup le personnage s'en donne un cœur joie, et en fait là pour le coup c'est même pas un plaisir coupable, c'est une BD popcorn, quoi. C'est vous passez un bon moment à voir Deadpool se taper tous les mutants, les Fantastic Four, Captain America, etc. Et c'est juste cool. Voilà, c'est juste cool. Donc c'est une très très bonne ref. Donc voilà, chez Panini en Marvel Must Have. Ça a l'air d'être rapidement lu, ça a pas l'air très... Oui, c'est fin. Alors après c'est le tome 1 d'une trilogie. C'est une trilogie, mais le tome 1 peut suffire à lui-même. Les deux autres viennent boucler la boucle du scénario, mais t'as Deadpool Massacre Marvel, Deadpool Massacre Marvel, Deadpool Massacre les classiques, où Deadpool va affronter tous les personnages de la littérature classique, donc les trois mousquetaires, Sherlock Holmes, Moby Dick, la créature de Frankenstein, etc. Et le tome 3 qui s'appelle Deadpool Massacre Deadpool, là c'est encore un autre palier, voilà, où c'est, vous aimez Deadpool, là c'est que de Deadpool, donc c'est le Deadpool qui affronte tous les Deadpool du multivers. Voilà, c'est... Vous avez l'image en tête. Super, je crois qu'on a bien fait le tour sur le fanservice, c'était très drôle comme émission. C'est une des émissions, c'est le plus marré, je crois, effectivement. Non, c'était très intéressant de voir que c'est pas si simple de définir le fanservice et qu'il est très différent, que ce soit au niveau des comics, des films et des séries, et que je pense que ça va continuer encore beaucoup avec les prochaines adaptations. Et donc du coup, on en reparlera sûrement ensemble. De toute façon, toi, t'es un peu comme chez toi, donc on va te je suis là, soit je suis dans la pièce à côté. C'est ça. N'hésitez pas en tout cas à venir en librairie, quand on est toujours ouvert en librairie essentielle, et ça c'est cool. N'hésitez pas à commenter, à partager la vidéo, à nous dire vous ce que vous pensez du fanservice. Puis on se retrouve sur les réseaux sociaux comme d'habitude, et je vous dis à bientôt. À la prochaine. Bye.